Bonjour. Alors nous commençons ce deuxième cours. Évidemment, le bon sens exigerait que nous commencions par présenter brièvement la vie et l'œuvre de Dogen. Mais avant cela, c'est ce que nous allons faire, mais vous allez le voir de façon un peu particulière. Ce sera sur deux cours, c'est pour ça que j'ai mis le chiffre 1 aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons revenir à un événement que je pourrais appeler fondateur de ce cours, qui est la leçon inaugurale, qui portait, peut-être certains s'en souviennent, sur le discours du prix Nobel du romancier japonais Kawabata Yasunari. Ce discours porte un nom qui est célèbre et difficile à traduire, comme vous le savez tous, je suppose, Utsukushi Nihon no Watashi, qu'on a parfois traduit de façon rapide et fidèle et rapide, moi du beau Japon. Et je préférerais retenir ici la paraphrase qu'en fit autrefois mon ami François Berthier, qui était la tradition esthétique japonaise dont je suis issu. Cette paraphrase rend bien en effet le sens profond du discours de Kawabata. Je le résume en deux mots. Il ne s'agissait pas pour l'écrivain de faire un éloge du paysage japonais, de louer la beauté du Japon comme pays ou aire géographique, de faire une sorte de This land is my land à la japonaise, mais bel et bien d'évoquer l'origine du sens de la beauté, d'où provient en retour son art littéraire. Nous avons tâché de démontrer que la beauté dont il parlait n'était autre que celle qui était portée, médiatisée, si j'ose dire, par la langue japonaise elle-même, et que les évocations poétiques de la nature qui se trouvent dans les nombreux poèmes classiques qu'il cite du début à la fin de son discours montrent en fait, au terme d'une magistrale démonstration fondée sur des citations de textes anciens, dont l'un essentiel provient précisément du XIIIe siècle, le siècle que nous étudions, que c'est la langue japonaise elle-même qui fonde cette beauté japonaise. Il faudrait, si nous avons bien suivi le mouvement de la pensée de Kawabata, tel que j'ai essayé de l'analyser, bien plutôt parler de la beauté du japonais, Utsukushi Nihongo no Watashi, pourrait-on dire, moi du beau japonais. Ou disons que pour lui, langue et paysage sont intimement mêlés, voire indissociables. Cela ne nous surprendra plus depuis que nous avons examiné il y a quelques années de cela le traité de Kukai sur la réalité des phonèmes et des graphèmes, le Shoji Jisogi, vous en souvenez peut-être. Le discours de Kawabata s'ouvre de but en blanc, je le rappelle, sur un poème japonais, un waka. Ce poème, vous l'avez sous les yeux, je le traduis, Haru wa hana, natsu hototogisu, Aki wa tsuki, fuyu yuki saete, suzushikari keri. Poème très, très simple, mais très, très beau. Au printemps, les fleurs. Au printemps, c'est un datif, n'est-ce pas? Pour le printemps. Au printemps, les fleurs. À l'été, le coucou. À l'automne, la lune. À l'hiver, la neige, si fraîche en son éclat. Auquel est ajoutée la notice de l'auteur qui donne l'intention du poème Honrai no menmoku o eizu, sur la face originelle. Début tout à fait extraordinaire pour un discours adressé avant tout à des non-japonais. Et je m'imagine toujours là, ce qu'ont pu penser les jurés du prix Nobel et le public qui l'écoutait à l'époque, traduit par Seidensticker d'ailleurs. Je ne sais vraiment pas ce qu'on a pu comprendre de ce discours. Donc il est évident que pour la plupart des Japonais, ce poème, de premier abord si simple et si direct, résonnera immédiatement avec l'évocation de la nature présentée comme typique de la culture japonaise dans les représentations naïves que l'on s'en fait, ou s'en faisait dans le pays même. Il n'y a d'ailleurs pas de raison de le reprocher aux Japonais qui font la même chose que toutes les autres nations en se forgeant leur propre imaginaire culturel. Mais cette simplicité est fallacieuse. Elle est démentie par la notice de l'auteur qui nous plonge, le titre, n'est-ce pas, Honrai no menmoku eizu, sur la face originelle, qui nous plonge au cœur de la doctrine bouddhique la plus profonde. L'auteur, vous vous en doutez bien, ou vous en souvenez, c'est Dogen.
il nous dit, en ces vers si simples, qui s'apparente davantage à un mini-digeste du Saijiki, vous savez, ces petites de Saijiki, ces petites mémoires, ces petits livrets que l'on a, où l'on a tous les mots de saison avec lesquels on peut composer des poèmes de facture classique. Donc ça s'apparente plutôt à un petit Saijiki, un condensé de Saijiki qui est un poème proprement dit. Entendre chanter la face originelle. Cette formule résonne avec plusieurs des clichés égrenés par Gyonen que nous avons vus au premier cours. On se souvient de l'absence originelle de toute chose. Je crois que je l'ai redit ici. Hondai Muichi Motsu. Ou bien c'est l'éveil qui est au fondement des choses. Genze Bodai, Moto ni Kore Bodai Nadi. Bien que ces termes se soient déjà trouvés chez Eisai, le moine zen qui précédait Dogen, parmi les vues à critiquer, mais à critiquer si l'on en faisait un argument pour mettre à bas toute pratique, ils conviennent tout à fait pour gloser le Honrai no Memmoku, ces deux termes, n'est-ce pas? Il n'y a pas une seule chose à l'origine, et à l'origine, au fondement, se trouve l'éveil. Bodai, Bodhi, et non pas Satori. On va revenir là-dessus tout au long du cours. Qu'est-ce en effet que cette face originelle, sinon ce qui se cache au tréfonds de l'être, des êtres, et que la contemplation viendra mettre au jour? Les glosateurs ne manquent pas de souligner que le terme s'entend comme synonyme de la nature de Bouddha, Bussho, dont nous savons qu'elle est universelle. Et si on me permet d'anticiper quelque peu la démonstration que j'entends mener cette année, cette face originelle, ainsi médiatisée par ce que nous appellerons la nature littéraire, n'est autre chose que la réalité des entités, Shoho Jisso. Je ne reviens pas sur ce terme qui est fondamental au Sutra du Lotus, à l'école Tendai et à la pensée du bouddhisme extrêmement oriental. Et évidemment, c'est le Shoho Jisso, donc que je me permets de rapprocher, non sans quelques raisons, et beaucoup de commentateurs l'ont déjà fait, de Hondai no Memmoku. C'est la doctrine centrale du Tendai, d'où provient Dogen. Encore une fois, je vous le rappelle, il faudra se le rappeler constamment. Parce que ce sera là l'une des lignes qui nous guideront cette année, la présence de la scolastique Tendai dans la pensée du maître zen. Et nous verrons qu'elle est importante. Sans aller plus avant pour l'instant, il nous suffira pour donner une idée de cette source fondamentale de relever le rapprochement très suggestif fait par un auteur japonais, M. Matsumoto Akio, qui a beaucoup écrit sur la poésie bouddhique japonaise. Ce n'est pas un universitaire à proprement parler, mais c'est un essayiste, plus qu'un essayiste, un grand connaisseur de la poésie classique japonaise, notamment de Saigyo, dont nous avons parlé il y a 2 ans, n'est-ce pas? Et ce rapprochement fait par M. Matsumoto avec ce poème concerne une petite série de 4 poésies dites Imayo, Imanoyo, c'est-à-dire ce sont les airs à la mode qui étaient des chansons, des poèmes qui étaient faits pour être chantés, voire parfois dansés. Donc, il y avait nous en avons bien sûr le Ryojin Hisho et la grande collection d'Imayo Nauta. Et ces 4 petits poèmes, je ne vous les donnerai pas ici, rassurez-vous, sont écrits par Jien. Et le rapprochement fait par M. Matsumoto est plus que pertinent, parce que ces 4 poèmes de Imayo, donc d'airs à la mode de Jien, sont exactement, qui correspondent aux 4 saisons, contiennent exactement comme titre les mots-clés donnés par Dogen. Hana, la fleur, de cerisier ou de prunus selon les cas, mais Hototogisu, le coucou, Tsuki, la lune, Yuki, la neige. C'est exactement la même chose.
il semble bien que le rapprochement fait par M. Matsumoto soit on ne peut plus pertinent. Et encore une fois, l'on constate combien la poésie est le chemin souterrain qui permet au lecteur attentif de mettre en lumière des connexions à peine perceptibles dans les sources les plus explicites. Il n'y aurait bien sûr rien d'étonnant à cette influence d'un des plus grands moines poètes de l'époque sur un autre, dont la réputation de poète n'est en rien comparable. J.N. était le grand. Nous avons passé l'an dernier sur sa vie et son œuvre. C'est vraiment le grand poète bouddhique antérieur à l'époque. Il est mort en 1225, n'est-ce pas, lorsque Dogen avait 25 ans. Dogen a connu son œuvre. Il baignait dans les. Nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine, mais il était vraiment lorsqu'il était au Mont Hiei, le centre du Tendai, il y avait encore l'ombre de J.N. qui était, et bien plus que l'ombre, même la présence, vous le verrez, qui était là. Donc, on peut bien sûr, il n'est pas fou d'imaginer que Dogen avait ces poèmes en tête. Mais il nous faut d'abord esquisser sur 2 cours, puisque vous allez voir qu'aujourd'hui nous allons nous arrêter à quelque chose de très particulier, la vie de Dogen. C'est une vie relativement brève pour un moine japonais, ou pour un japonais en général, puisqu'il mourut âgé de 53 ans, avec une vie fort riche. Entre autres parce qu'il fit partie du nombre très restreint des religieux qui non seulement allèrent en Chine, mais avaient de la langue parlée chinoise une connaissance suffisante pour dialoguer avec les maîtres chinois. C'est problématique. Ça aussi, nous y reviendrons constamment, mais qu'il ait une connaissance, je dirais, littéraire du chinois parlé, vous le verrez pourquoi, est tout à fait sûr. Maintenant, quel était le niveau de son chinois parlé, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons aucune prise, mais vous allez voir ça joue quand même un rôle dans certains cas. Pour parler de sa vie, nous sommes confrontés à ce qui arrive souvent dans l'histoire du bouddhisme japonais. Une relative pauvreté des sources concernant les premières années, et ensuite une trop grande interférence des préoccupations sectaires ou scolastiques, comme on veut, lorsque les sources traitent de l'action publique et religieuse du protagoniste. Pour cette raison, il m'apparaît encore une fois préférable, comme je l'ai fait la dernière fois pour esquisser l'état du zen à l'époque, de m'en remettre autant qu'il est possible à une biographie traditionnelle. Nous n'en avons de toute façon pas d'autre. Si l'on met à part le texte que l'on peut qualifier de autobiographique, c'est à peine cela, mais qui s'appelle les notes de l'ère Baozing, n'est-ce pas, en japonais, Hokyoki, c'est l'ère chinoise, c'est l'ère qui était en vigueur en Chine lorsque Dogen s'y est rendu, donc, et qui a été traduit récemment par Frédéric Girard, les dialogues de Dogen en Chine. Donc sinon, ce texte qui est resté relativement caché a été redécouvert. C'est censé être des notes faites sur place par Dogen. Mais leur nature exacte est contestée. Je n'y reviendrai pas pour l'instant. Il reste donc le texte le plus proche de la date réelle de la vie de Dogen, le recueil de vie des patriarches du Zen, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les patriarches, les so, un mot que nous reverrons bien sûr constamment dans les textes, intitulé, en imitation d'une vieille tradition biographique du Chan chinois, le recueil de la transmission de la lumière, ou recueil de transmission de la lumière, Denko Roku, recueil concernant la transmission de la lumière. La lumière étant évidemment l'enseignement du zen. Je vous en donne ici, il y a trois traductions anglaises, il n'y en a malheureusement pas que je sache en français. Ces traductions sont, ce sont des traductions qui peuvent nous aider dans une certaine mesure. Parfois, elles peuvent aussi nous égarer, mais on peut s'y reporter. Le Denko Roku est l'œuvre de celui qui est le plus souvent appelé le second patriarche de l'école Soto, l'école de Dogen, n'est-ce pas? Le religieux donc, est considéré comme le religieux le plus important de l'école après Dogen, Keizan, 1268-1325.
qui avait un double nom religieux, comme souvent dans le zen, n'est-ce pas, Keizan Jokin. À qui l'on doit le renouveau de l'école à la fin de Kamakura. Nous ne pouvons nous attarder sur lui. Disons simplement qu'il est le fondateur du Sōjiji, le Sōjiji qui est le second aussi grand temple, grand monastère du Zen Soto, qui se trouve maintenant à Yokohama. Donc vous me direz c'est assez central, mais à l'origine il se trouvait tout à fait dans la direction opposée, dans la préfecture actuelle de Ishikawa, pas très loin de la préfecture de Fukui, où se trouve encore maintenant le Heiji. Nous ne pouvons nous attarder sur Keizan. Disons simplement qu'il fut le disciple de Eijo, que vous avez ici, le second abbé de l'Heiji et le rédacteur du Shobo Genzo, dont nous reparlerons la prochaine fois. Et contentons-nous de voir ce qu'il nous transmet de Dogen, ce qui nous permettra d'avoir un aperçu de l'enseignement et de l'image du fondateur en 1300, un siècle environ après sa mort. C'est l'époque de la composition du Denko, un demi-siècle environ après sa mort. C'est l'époque de la composition du Denko Roku. Le livre est composé de 52 notices. Il ne s'agit certes pas d'un simple recueil biographique, mais d'une collection modelée selon l'usage des recueils zen, avec chaque notice composée de 4 parties, que je vous donne ici en japonais, n'est-ce pas? Ce que je traduirai par le honsoku, donc je traduirai par le précepte de base. Ensuite, le ki-en, littéralement c'est difficile, n'est-ce pas? Ki, c'est la faculté de réception des êtres, des auditeurs auxquels s'adresse le texte ou le sermon, parce que n'oubliez pas que le côté oral de ces textes est très important. Et n, c'est l'affinité, le lien karmique qui est contracté par le prédicateur avec les facultés des gens à qui il s'adresse. Ensuite, le teisho, littéralement l'éloge, mais qui est en réalité la reprise et le développement de ce qui du honsoku, donc du précepte de base. Et à la fin, nous avons à proprement parler l'éloge, juko, l'éloge de l'ancien, littéralement. L'ancien, c'est-à-dire la personne qui fait l'objet de cette notice, l'ancien patriarche. N'oublions pas que le honsoku, ce précepte de base, est aussi un autre nom du koan, de cette énigme zen qui est proposée à la je vais garder le mot de méditation, du disciple. Et les honsoku, donc, proposent en général une sorte de dialogue avec un maître et l'exposition d'une énigme, d'un koan, littéralement d'un cas judiciaire, d'un cas à juger. Donc ces notices sont avant tout la présentation des enseignements personnifiés par les 52 patriarches So, avec en tout premier, hors numération, le Bouddha Shakyamuni. Donc il y a 53 notices. Ensuite, il y a 28 patriarches indiens, et quand on dit patriarche, il y a le Bouddha Mahakashyapa parmi eux, n'est-ce pas? Et jusqu'à Bodhidharma. Ensuite, 22 Chinois, 22 patriarches chinois, qui vont de Huike, n'est-ce pas, Eka, le second patriarche après Bodhidharma, jusqu'à Zhujing Nyojo, 1163-1228, qui est le maître chinois de Dogen. Et nous avons finalement 2 notices simplement sur les patriarches japonais, c'est-à-dire sur Dogen et son disciple direct, Eijo. Ce schéma quadripartite nous est très précieux pour appréhender ce que la postérité de Dogen, dès la 3e génération donc, aura retenu de son enseignement. C'est pourquoi nous allons parcourir rapidement, non pas quelques pages, mais quelques lignes. Non sans faire une remarque préalable concernant la langue de ce Denko Roku, de ces parties, de ces 53 parties. Le honsoku, le précepte de base, est en chinois, mais en chinois classique pour une partie, et chan en chinois, zen chinois, n'est-ce pas, de l'autre. Et n'oubliez pas, nous devons y revenir constamment, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est supposé être du chinois parlé de l'époque.
Ensuite, les deux parties suivantes, ce que j'appellerais l'exposé didactique et le développement, sont en japonais, c'est-à-dire le Kien et le Teisho, en japonais, donc tout à fait, disons, habituel à cette époque. Nous qui avons lu JN l'an dernier, nous y retrouverions beaucoup de choses. Et la quatrième, c'est toujours très bref, ce sont 2 vers de 7 caractères, sauf pour une notice, est encore en chinois, et cette fois en chinois plus classique. Le chinois, donc, spatialement, dans la disposition du texte, englobe le japonais. Mais encore une fois, redisons-le, il ne s'agit pas de chinois classique, ce n'est même pas du chinois bouddhique, tel qu'il était employé par ce que j'appellerais les docteurs de la loi en Chine et au Japon, mais du style en vigueur dans des recueils du Chan chinois. Et commençons donc par le précepte de base, le Honsoku, qui nous livre immédiatement. Alors là, je vais devoir jongler avec les choses. Voilà. J'espère que vous voyez à peu près. Je vous donne simplement un texte très facile à acquérir pour ceux qui le veulent. C'est la réédition en Inuani Bunko du Denko Roku. Il n'y a aucune explication, mais il a le mérite de nous donner le texte. Et comme vous verrez, les explications, nous en avons des milliers et des milliers de pages, et parfois ne sont pas satisfaisantes. Donc, comme je vous dis, ce Honsoku, qui est un koan, n'est-ce pas, une énigme libératrice, va nous livrer immédiatement sous forme d'un échange, un échange énigmatique, comme c'est la règle qui se trouve déjà dans les Goroku, n'est-ce pas, les recueils de sentences Chan chinoises, la clé de la pensée et de la pratique de Dogen. Voyons cette première ligne. Vous voyez que Dogen est appelé le Genwajo. Ehe Genwajo. Si nous parlions grec, j'aimerais beaucoup traduire Genwajo par proto-monacos, le premier moine, le premier moine ou maître. Roshang Wajo est une appellation honorifique des moines lettrés qui peuvent enseigner, des maîtres. Ça correspond au sanskrit acharya. Donc, le 51e patriarche, le moine originel Ehe, il prend son nom du Eheji, c'est l'appellation honorifique de Dogen, s'était rendu pour pratiquer. C'est sanzu, c'est le verbe mairu en japonais, qui prend dans le Chan chinois et en Japon un sens très particulier, c'est se rendre dans un sanzen, vous allez retrouver immédiatement sanzen, se rendre humblement à la méditation, à l'enseignement de la méditation. Donc c'était rendu pour pratiquer auprès du moine chinois. Il est appelé ici en abrégé Jo, n'est-ce pas, Kiyoi, c'est-à-dire Jujing, nous l'avons vu tout à l'heure, Nyojo, du mont Tiantong, Tendo, c'est-à-dire Tendo n'est pas une montagne, mais c'est le nom de montagne, comme on l'appelle en japonais, Sango, n'est-ce pas, du temple où se trouve Jojing, Nyojo, c'est le Keitokuji en japonais, de Jingdose, c'est dans la province du Zhejiang en Chine. Un jour, celui-ci, lors d'une séance de méditation assise, zazen, dans la seconde partie de la nuit, Goya, n'est-ce pas, ou Koya, déclara à la congrégation, et voici les mots décisifs, n'est-ce pas, c'est tout, les derniers mots de la première, le dernier caractère de la première ligne, de la première ligne et les caractères suivants. Je ne le lis pas parce que je ne sais pas si tout le monde est habitué. C'est un peu. Nous verrons ces
texte de façon plus précise dans le séminaire. Ici, contentez-vous d'écouter la traduction. Donc, la pratique du zen, sanzen, c'est l'abandon, le dépouillement du corps et de l'esprit. Shin, jin, datsuraku. Vous voyez, ce sont les troisième, 4e, 5e, 6e caractères de la deuxième ligne. Shin, jin, datsuraku. En chinois, ça donne quelque chose comme Shun, shin, tuo, luo. Le maître, c'est-à-dire Dogen, entendant cela, eut brusquement, Kotsuzen, Daigo, la grande compréhension, la grande intellection, Dainaru, Satori. Vous voyez le mot Satori sur lequel je préfère le traduire. Je ne veux pas le traduire par l'illumination, comme on le dit souvent. Enfin, si on peut le dire souvent dans les bandes dessinées, on voit lorsque quelqu'un comprend, il y a une petite lampe qui s'allume. Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est l'illumination et la compréhension. Mais je voudrais que l'on garde en français le mouvement intellectuel que ça implique en japonais, Satoru, Sato, Satoshi, n'est-ce pas? Il y a un acte quand même intellectuel. J'ai même parfois risqué le mot d'intellection pour cela. Donc vous voyez, il ne nous a pas fallu attendre bien longtemps dans cette notice pour arriver au cœur de ce qui fait l'enseignement de Dogen et de l'école dont il est à l'origine. Nous avons ici en quelques mots l'épisode mémorable où Dogen, qui s'était rendu en Chine en 1223 et avait reçu l'enseignement de plusieurs maîtres dans la province du Zhejiang, arrive en 1225 au monastère du Jingdase, au Keitokuji, pour y entendre cette phrase qui provoque en lui instantanément l'intellection suprême. Elle représente la réponse à tous ses doutes qui s'étaient formés dès sa période d'études dans l'école Tendai, notamment sur le caractère inconciliable qu'il ressentait entre le dogme de l'éveil originel ou foncier, Hongaku, n'est-ce pas, l'éveil originel, Moto no Same, Same de Koto, qui est un dogme très fréquent de l'école Tendai de la fin de Heian. Donc la contradiction qu'il y avait entre ce dogme et la nécessité de la pratique s'étendant sur des années. Doute qu'il n'était certainement pas le premier à ressentir, c'est un thème de discussion constant dans le Tendai depuis toujours. Cette maxime, donc le Shinjin Datsuraku, le dépouillement, on reviendra sur le sens plus précis, que les plus anciennes biographies de Dogen mentionnent comme émanant de la bouche même de Nyojo, du moine chinois Nyojo, a fait couler beaucoup d'encre et de longue date. Certains ont même prétendu qu'elle reposerait sur une mauvaise compréhension du chinois de la part de Dogen. Je vous donne ici quelques termes, n'est-ce pas? Et que son maître, Zhou-Jing, le maître chinois, aurait parlé en chinois de la suppression de la poussière du corps, vous voyez, de la poussière du cœur. Xin Chen Tuoluo. Si l'on prononce Xin Chen Tuoluo en chinois, c'est très différent de Shen Xin Tuoluo, mais en japonais, ça se prononce exactement de la même façon, Shin Jin Datsuraku. Donc voilà, il aurait pensé, il aurait fait une mauvaise erreur, une mauvaise interprétation. Et il faut savoir que cette expression, ce que je traduis pour la suppression de la poussière du corps, se trouve effectivement dans un poème de Zhou-Jing qui est consigné dans son recueil. Il est certain que cette expression pose une difficulté, quels qu'en soient les caractères, car cette difficulté est aussi d'ordre grammatical. Je suis désolé, mais on est obligé d'y passer. Il faut s'y attarder un instant, avant tout en s'interrogeant d'abord sur la fonction du composé datsuraku. En effet, admettons provisoirement que la phrase conservée dans les recueils de Zhou-Jing soit l'original. C'est-à-dire le dépouillement de la poussière du cœur. Elle n'apparaît qu'une fois chez Zhou-Jing, et encore dans un contexte particulier, on va le voir. Mais acceptons-le.
et que Dogen l'ait volontairement ou non modifié. Il serait parti de quelque chose d'autre. Une chose paraît certaine, c'est que l'expression a un sens verbal. C'est pas le dépouillement, c'est se dépouille. Il ne s'agit pas, dans la plupart des exemples que l'on trouve de Datsudaku dans la poésie chinoise, d'une expression nominale, donc, mais d'un verbe, le plus souvent intransitif, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'objet. Ce n'est pas je dépouille quelque chose, c'est se dépouille, ça tombe, dont le mot ou le composé qui le précède est sujet. Il est curieux et presque invraisemblable que personne n'ait abordé la question de ce point de vue. Reportons-nous un instant aux deux vers de Niuzhou, de Zhu Jing, du maître chinois, ces deux vers sont tirés de stances d'éloge au Bodhisattva Kannon, Guanyin, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout dans le même contexte. Pour illustrer ce point grammatical, comme on le sait, dans les poèmes chinois, les vers sont parallèles, au point que les fonctions grammaticales se superposent d'un vers sur l'autre, ce qui nous aide à mieux comprendre les fonctions des mots et des composés. Ici, il fait l'éloge du Bodhisattva Kannon, dans les deux vers qui sont, ce sont les deux vers que je vous cite à la fin. Dépouiller des lumières des poussières de l'esprit, littéralement. Les poussières de l'esprit étant tombées, il ouvre la caverne dans le roc. C'est l'iconographie qui est en cause ici. Sa nature propre, Jisho, s'étant parfaitement communiquée, Enzu Shite, à tout son être, et elle comble sa forme violette. C'est la forme, c'est la couleur du Bodhisattva tel qu'il est dépeint dans le poème, dans l'image dont Zhu Jing fait l'éloge. Il est manifeste ici que le syntagme Shinjin Datsudaku, qu'il s'agisse de poussière ou de n'importe quoi, se comprend comme une suite sujet-verbe à sens intransitif. Les poussières de l'esprit se trouvent dépouillées. Alors, on reviendra un instant sur le sens exact de cela. Les commentateurs occidentaux, je dirais, anglais et français, ont tout essayé. Quelqu'un a essayé de trouver aussi un sens de muet. Donc ça reviendrait périodiquement. Ça n'a rien à voir avec cela. Notre ami Frédéric Girard a utilisé le mot décapé. Ce qui est encore beaucoup plus transitif. On décape n'importe quoi, c'est pourquoi pas récurer, n'est-ce pas? Mais enfin, vous voyez le sens qu'il y a à ce sens est très spécial. Si l'on regarde le japonais, le chinois moderne même, le plus souvent, c'est intransitif. Dans un récit que je trouvais sur l'Internet, c'est une dame qui laisse tomber son gant, qui fait tomber son gant en essayant de s'agripper à quelque chose. Le gant glisse, et tombe. On a vraiment là quelque chose de tout à fait important. Ce n'est pas l'action qui fait tomber, ça tombe de soi-même en quelque sorte. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, Jisho, la nature propre, la nature profonde qui est derrière tout cela. Donc, on peut remarquer que le second terme, raku, qui se lit otsu en japonais classique, tomber, est un suffixe résultatif, indiquant le résultat de l'action de datsu. Nous voyons ici, dans cette toute première phrase du Denkoroku, phrase que l'on rencontre dans tous les premiers textes biographiques sur Dogen, sous la même forme, que s'esquisse un curieux décalage, alors même que nous sommes dans la même langue, le chinois classique, mais entre cette énonciation, cet énoncé, et des récepteurs différents quand ils sont chinois et japonais sur les sens possibles de cette phrase. Donc, si nous étions strictement fidèles à la syntaxe chinoise, la proposition est légèrement boiteuse quand on la comprend comme la pratique du zen et le dépouillement du corps et de l'esprit. En effet, sanzen voulant dire pratiquer le zen, on s'attendrait à ce que la définition soit aussi verbale, c'est-à-dire Datsudaku Shinjin. C'est un ordre que l'on va retrouver tout à l'heure. Pratiquer le zen, c'est dépouiller le corps et l'esprit, si l'on voulait dire ce que ça voulait dire du côté du pratiquant.
Or, ce n'est pas cela, vous voyez, il est en forme intransitive. Plus étonnant, l'expression est souvent comprise à l'impératif, mais ici, ça ne se peut pas. Mais ça ne pourrait s'entendre que si c'était à l'envers. Datsudaku Shinjin. Mais nous allons voir que toutes les combinaisons vont défiler sous nos yeux. En espérant ne pas vous donner trop le vertige, après ces premières remarques, poursuivons la lecture. Donc la deuxième ligne de ce texte. Il se rendit, n'est-ce pas, vous voyez, Jo Agaru, il se rendit à la cellule de l'abbé, Hojo. Hojo, c'est le terme que nous avons dans le Hojoki, les notes de ma cabane de moine, ce qui veut dire à la fois une cellule monastique et aussi les appartements de l'abbé d'un temple zen. Ça peut être beaucoup moins dépouillé que ce que l'on peut penser à la simple lecture du mot Hojo. Pour y brûler de l'encens pour célébrer quelque chose, en offrande, n'est-ce pas? Et le maître chinois, Zhu Jing, dit « Brûler de l'encens, mais pourquoi faire? Somo-san ». Je reviens dans un instant sur cette expression très bizarre qu'on peut lire en japonais « samasho » ou « somo-san », n'est-ce pas? Vous voyez que c'est quelque chose, c'est à la fin de la deuxième ligne, « somo-san », littéralement, faire pourquoi. Pourquoi faire donc? Je fais exprès de traduire de façon un peu vulgaire en français, pourquoi faire? Et le maître Dogen dit, corps et esprit se sont dépouillés. Vous voyez, ce sont les premiers mots de la troisième ligne, Shinjin, alors en chinois, en sino-japonais, Shinjin Datsudaku Rai, c'est pas Shinjin Datsudaku Shikuru, et Kitaru si vous voulez. On va lire le plus souvent Kuru dans le zen, mais on peut lire ici Kitaru. Corps et esprit se sont dépouillés. Le Honsoku du Denkoroku, donc cette partie première, considère connues du lecteur les grandes lignes du séjour de Dogen au Keitokuji, et notamment que le supérieur Nyojo, le maître chinois, avait donné à son disciple japonais la permission de venir le voir dans sa cellule quand il le voulait. Je ne reviens pas là-dessus. Il y a un lien particulier qui se crée entre les deux et il peut venir quand il veut. On remarquera la locution « somo-san » qui nous donne l'occasion d'aborder l'un des points importants de notre enquête langagière. Il s'agit en effet d'un bel exemple de la double nouveauté qu'introduit le zen, et notamment Dogen, en raison de l'importance de son œuvre de propagation, puisque c'est lui qui a fait connaître tout cela au Japon, au point de vue de la connaissance du chinois dans les milieux bouddhiques, et par-delà le bouddhisme dans la culture japonaise en général. Il ne s'agit plus ici du Kambun, du chinois classique traditionnel, avec sa division en lecture Gohon, en général réservée aux textes bouddhiques, les lectures anciennes, n'est-ce pas, que vous avez par exemple dans la lecture le sutra, Kyo et pas Ke, et les lectures Kaon pour des textes proprement littéraires, avec des comme Ke donc est une lecture Kaon, Kyo est une lecture Gohon. Le sutra au sens de sutra bouddhique, c'est Kyo, et au sens d'administration, ça sera Ke, n'est-ce pas, Ke Koku, administré de royaume. Donc les grands textes du Chan, à partir des grands maîtres des Tang et avec les sœurs majeures des Song, donc du 7e siècle jusqu'aux alentours de l'an 1300, qui est contemporain donc de Dogen, en Chine, impose dans la prose et l'hymnologie du Chan, du zen chinois, un style que l'on ne peut pas qualifier complètement de langue parlée, mais où des éléments très nombreux de la langue vernaculaire, mêlés à des traits plus classiques, créent un style très singulier et désormais assimilé au Chan. C'est un style qu'on reconnaît tout de suite comme du style zen, si vous voulez. Cela, c'est du côté chinois. Mais du côté japonais s'ajoute un élément nouveau qui ne peut s'exprimer en chinois, car les moines se réclamant du zen imposent pour la lecture de ces vulgarismes, ce qu'on appelle les zokugo, et à ce propos, je dois rendre hommage à quelqu'un que l'on pourrait appeler un précurseur, qui est Robert Heinemann, qui avait étudié
en allemand, malheureusement, et dans une revue qui était publiée à Prague, ce qui fait qu'il n'a pas eu tout le succès que l'on pourrait croire, les Zokugo, excusez-moi, il y a une faute, c'est pas Zokuko, c'est Zokugo, dans le Shobogenzo de Dogen. C'est en 4 parties, entre 1968 et 1971. C'est le premier à avoir en Occident examiné systématiquement le sens et le rôle de ces vulgarismes chinois dans le grand livre de Dogen. Donc, il impose une nouvelle prononciation pour la lecture de ces vulgarismes et qui se veut plus fidèle à celle qu'ils ont entendue en Chine. Il est évident qu'à leurs yeux, cette nouvelle lecture, que l'on appellera de plusieurs façons en japonais, on l'appelle parfois Toon, de la prononciation des Tang, Soon, de la prononciation des Song, et parfois les deux à la fois, To-Soon, de la prononciation des Tang et des Song. Elle est indispensable, du point de vue du zen japonais, pour marquer la nouveauté radicale de cette langue et le décalage par rapport au chinois classique. On n'en finirait pas d'étudier dans le détail l'emploi du vocabulaire, des traits grammaticaux, de la prononciation particuliers au zen dont se délecteront les moines japonais, jusqu'aux poètes en style sino-japonais qui présentent à l'époque de Muromachi un aspect très singulier où se mélangent les niveaux de style d'une façon fort différente de la Chine. Comme on le voit ici, des locutions comme somo-san, pourquoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Reflétant des expressions courantes de la langue parlée, sont des repères symboliques très marquants des textes zen. Anodines en chinois, sinon par leur vulgarité qui heurte le bon goût littéraire, elles deviennent au contraire en japonais des formules qu'on pourrait qualifier d'ésotériques, dont le rôle symbolique pourrait se rapprocher de celui des lettres brahmiques, des bonji, dans le Mikkyo. Nous voyons aussi que ces expressions, dès lors étranges en japonais, prennent un sens infiniment plus profond que celui qu'elles ont en chinois. Cela se voit bien de ce somo-san, si mystérieux pour un lettré japonais de l'époque. On peut déjà estimer qu'à l'époque Song, sa forme vulgaire à l'origine s'était déjà figée dans le formulaire du Chan et l'avait donc entouré d'une auréole particulière, bien que des formes voisines se retrouvent jusqu'en dans le théâtre des Yuan de la dynastie mongole qui va suivre les Song, n'est-ce pas, donc 13e, 14e siècle. On retrouve ces mêmes expressions. Malgré ce qu'en disent certains dictionnaires qui définissent le mot shang, n'est-ce pas, le troisième caractère qui se lit umareru en japonais moderne, comme une particule interrogative, ce n'est pas ça, c'est une erreur. La locution s'explique parfaitement en chinois comme signifiant littéralement en faisant quoi ça se produit. C'est pas somo, zomo, qui correspond au chinois moderne, gamma, et shang, umareru veut dire naître ou se produire. C'est-à-dire, littéralement, ça veut dire comment ça se fait. N'importe quel locuteur de chinois pourrait la gloser de cette façon. Mais on n'y arriverait pas à partir du chinois classique, du classique. Elle est donc opaque pour tous les traits japonais, sans une préparation philologique spéciale qui sera naturellement donnée dans le cadre d'un enseignement du zen et donc religieux. Cela crée donc un lien essentiel entre ce formulaire de chinois parlé et la langue du zen, une zone que je qualifierais bien sûr de hiéroglossique particulière à l'intérieur de la vaste hiéroglossie sino-japonaise. Et nous en verrons de nombreux exemples cette année. Et pour en revenir à la locution somo-san, elle sert le plus souvent en introduction à un échange à portée pratique san-zen, n'est-ce pas, pratiquer le zen. La réponse de Dogen est très intéressante à la question de Jujing, de Nyojo, n'est-ce pas, qui lui demande en quel honneur. Parce qu'elle nous fournit en quelque sorte la preuve philologique de la fonction verbale et non pas substantive de la locution shinjin datsudaku. En effet, le suffixe verbal rai, n'est-ce pas, shinjin datsudaku rai, qui ne se met qu'après un mot pris en fonction verbale, donc datsudaku c'est un verbe ici, est un suffixe du passé, indiquant que l'action vient de se produire. Il convient donc de traduire datsudaku rai, shikitaru, comme un verbe dont le sujet est shinjin. Corps et esprit se sont dépouillés, viennent de se dépouiller.
Et remarquons que cette réplique en chinois de Dogen est parfaitement, en tout cas pour moi, qui ne suis pas bien sûr locuteur de chinois, semble parfaitement idiomatique. Qu'en est-il alors de la phrase qui suit? Et c'est là qu'on commence à s'amuser à la façon du zen. C'est Nyojo qui lui dit Shinjin Datsuraku, Datsuraku Shinjin. La plupart des traducteurs et commentateurs veulent en faire une phrase paradoxale. Et remarquons que ce n'est pas le cas dans ce texte si l'on suit la ponctuation. Ben, on sait bien ce que vaut la ponctuation. Donc une phrase paradoxale où le premier membre de 4 caractères est pris comme nom, il devient donc sujet du second Datsuraku, tandis que le second Shinjin devient objet. Ce qui fait que la phrase signifierait que le dépouillement, c'est comme ça qu'on traduit et explique à tout le monde, n'est-ce pas, que le dépouillement du corps et de l'esprit se dépouille du corps et de l'esprit. Rien d'impossible en soi, à condition de prendre le premier membre pour un groupe substantif, ce qu'il n'est pas, ainsi que nous l'avons vu. En ce cas, il faut s'en remettre à la ponctuation et en faire 2 propositions indépendantes, et il me semble que c'est bien plus ce que cela veut dire, et vous voyez, pour le dire d'un mot, parce que je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour la conclusion, mais on a ici un exemple typique de ce qui va être compris dans le zen japonais, à la différence de ce qui peut être compris dans la phrase chinoise et d'un religieux Chan chinois. Donc, si l'on s'en remet à la langue chinoise et à la ponctuation qui semble tout à fait pertinente, et vous allez voir que beaucoup de gens y ont pensé, puisque parfois ça ne va pas se retrouver. Jojin dit, Nyojo donc dit à son disciple japonais, le corps et l'esprit se sont dépouillés, dépouille-toi du corps et de l'esprit. Et nous voyons que la seconde construction donne cette fois un sens impératif à la locution. Donc on voit bien que le Shinjin Datsuraku signifierait la pratique du zen, selon Jojin, n'est-ce pas, en chinois, c'est le corps et l'esprit qui se dépouillent. Mais dans la partie japonaise du Denko-roku, il faut aller un peu plus loin. Ici, page 241. Vous voyez que le paragraphe, le premier paragraphe, Iwayoru shi, n'est-ce pas, reprend la citation et va la gloser en japonais. Donc, dans cette partie japonaise, nous avons une glose de l'expression qui ne laisse pas de doute sur le caractère transitif que lui donnent les disciples de Hogen. C'est la première glose, mais vous verrez que nous allons passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est bien indiqué ici, n'est-ce pas? Jitsu ni sore sanzen wa mio, excusez-moi, c'est tout petit sur mon écran, c'est très difficile à lire. Mio sute kokoro o hanaru beshi. Il faut abandonner mio suteru, et il ne dit pas, ce n'est pas le caractère suteru qui est là, n'est-ce pas? C'est le caractère qui a un autre caractère, mais c'est glosé. Il faut abandonner le corps, c'est-à-dire sha, n'est-ce pas, le caractère sha, et se séparer de l'esprit. En ce cas, comment comprendre l'injonction de Jojin? Faut-il l'apprendre comme il l'a comprise lui en chinois, ou comme l'a comprise Dogen en japonais, c'est-à-dire le dépouillement qui se dépouille? Si toutefois ce dialogue a bien eu lieu en ces termes, ce qui est problématique. Alors, si nous revenons au texte chinois du premier, Dogen donne une réponse extrêmement chinoise, n'est-ce pas? Puisque, alors, c'est une réponse qui est donnée à ce que vient de dire Jojin, n'est-ce pas? Le corps et l'esprit se sont dépouillés, dépouille-toi du corps et de l'esprit.
Et comme il est de coutume dans un dialogue Chan, la réponse va être une sorte va donner sur un ton de dérision. Cela, c'est un tour de passe-passe transitoire pour l'occasion. Zanji no Girio Nari. C'est du chinois qui est presque parlé aussi. Le terme Girio qui veut dire un tour de passe-passe, un truc de magie, etc. Donc c'est ainsi que Dogen définit ce que vient de lui dire Zhu Jing. N'allez pas, maître, m'accorder votre sceau à tort et à travers. Vous voyez que le chinois, le sceau, c'est-à-dire, vous savez que c'est une sorte de certificat d'éveil donné par le maître Chan à son disciple, Inkre, c'est-à-dire l'autorisation d'enseigner après au nom de ce maître. Alors, donc il dit, ce que je viens de faire, c'est pas si terrible que cela. C'est pas si terrible que cela. C'est juste un truc pour l'occasion, dit-il. N'allez pas me donner votre sceau à tort et à travers. Littéralement, muko, solegashi, c'est un terme pour lui-même. Solegashi o in suru koto. Alors, midari ni solegashi o in suru koto nakare. C'est du très bon chinois. N'allez pas m'accorder votre sceau à tort et à travers. Mais ce qui est étonnant, et je vous passe c'est la plupart du temps, nous avons le texte sous cette forme, ce qui est étonnant cette fois, que c'est la réponse de Zhu Jing, du maître chinois, qui est d'un chinois fort douteux. Le sens en est clair quand on le lit en japonais. Je ne te donne pas mon sceau à tort et à travers. Midari ni insezu, n'est-ce pas? Vous voyez, ware midari ni nanji o insezu. Je ne te donne pas mon sceau à tort et à travers. Or, nous nous trouvons dans cette phrase typique devant une difficulté que connaissent bien tous ceux qui ont un peu étudié le sino-japonais, à savoir ce qu'on appellerait en grammaire l'extension de la négation, qui n'est pas exprimée de la même façon et par force dans les deux langues. Où porte la négation? Quand on lit en japonais midari ni insuru koto nakare, on n'a pas de problème. Lorsqu'on dit en japonais midari ni in o insezu, on n'a pas de problème non plus. Mais le problème, c'est comment exprimer cette phrase orale en chinois. Où mettons l'adverbe midari ni? Je suis désolé, mais vous allez voir tout ça. Il faut passer à travers ça pour avancer un peu plus dans la compréhension de ces textes. Et n'oubliez pas le thème de cette année, le zen entre deux langues. Alors que dans l'impératif négatif de Dogen, l'adverbe ran, luan en chinois, midari ni, était placé à la bonne place et que la construction était impeccable, c'est-à-dire que ran était après la négation, nakare, maku, ou baku, n'est-ce pas? Ce que répond Zhu Jing est boiteux. La place de l'adverbe est erronée. Il devrait se trouver après la négation fu. Ça devrait être fu ran in et pas ran fu in. C'est une erreur typique des Japonais qui écrivent en sino-japonais. Telle qu'elle, la phrase se comprendrait en chinois, si on voulait vraiment lui donner un sens, mais les boiteuses en chinois, ça voudrait dire à tort et à travers, je ne vous accorde pas mon sceau. Le qualificatif de désordonné s'appliquant au fait qu'il décide de ne pas lui accorder de sceau. C'est-à-dire que je suis perturbé, je ne vous donne pas de sceau. Ce qui n'est bien sûr pas le sens. Nous avons donc ici une phrase chinoise manifestement fautive, mais dont le sens est rectifié par la lecture japonaise. Si l'on trouve, peut-être avec quelques raisons, que ce sont des bêtises hypercritiques et que c'est peut-être moi qui vais trop loin, il suffira de tester ce que je dis de façon très simple en consultant les très nombreux sites chinois où cet échange se trouve rapporté, fait par des Chinois. Et l'on constatera, non sans quelques plaisirs de ma part, d'abord que la notoriété de Dogen est à présent indéniable dans le Chan chinois, mais ensuite et surtout que tous les sites chinois corrige tacitement l'erreur et remplace la séquence ran fu in par fu ran in, pu luan in, ce
qui veut dire que les Chinois corrigent automatiquement, sinon ça ne tiendrait pas la route en chinois. Mais voyons la suite. La parole est à Dogen, qui semble à présent avoir oublié la position correcte de la négation. Lorsqu'il demande à son maître chinois « Pour quelle raison ne donnez-vous pas le sceau à tort et à travers ?» Si l'on traduisait conformément à la syntaxe chinoise, on aurait une phrase qui, même compte tenu de la liberté dialectique censée régner dans ces échanges, aurait de quoi irriter le maître. Il lui dit « Pour quelle raison faites-vous n'importe quoi au point de ne pas me conférer le sceau ?» Et cette fois, Zhou Jing répond d'une phrase qui peut s'entendre comme une affirmative ou un impératif, dépouiller corps et esprit, ou bien vous avez dépouillé corps et esprit. En tout cas, ici, le sens manifeste, transitif est manifeste. Le maître salue, en signe d'acceptation de la présence de la sentence de Zhou Jing, et qui reprend cette fois le verbe seul, datsuraku, datsuraku, dépouiller, dépouiller, que l'on pourrait certes comprendre en chinois comme dépouiller le dépouillement. Mais je ne pense pas aller trop loin en conséquence en disant que le sens ne peut se trouver qu'en japonais et à condition de considérer le composé comme un substantif. On peut aussi parler d'une affirmation, vous le dépouillez, vous le dépouillez. C'est l'un des deux en chinois. C'est ici que se termine l'échange à proprement parler sur l'idée de dépouillement du corps et de l'esprit. Vient ensuite une manière de conclusion, un reste de dialogue, où Dogen n'intervient pas, enfin dans l'édition que nous avons, et je m'y tiens, mais qui nous donne malgré tout une intéressante remarque. Un assistant, Jisha, c'est-à-dire quelqu'un qui est auprès du maître, qui s'appelle Guangping Kohei, déclare qu'un étranger, Gaikokujin, Gaikoku no Shito, parvienne à ce point, ce n'est vraiment pas une mince affaire. On peut reconnaître sans doute ici le commentaire à juste raison, un peu vaniteux. Je passe sur le chinois parlé qui reflète cette phrase. On peut reconnaître le commentaire un peu vaniteux de l'intéressé, puisque c'est Dogen qui a rapporté ça, n'est-ce pas, qui retransmet un compliment certainement bien mérité. Ce à quoi Zhou Jing répond. Combien de fois a-t-il goûté de mes coups de poing? A-t-il goûté ici de mes coups de poing? En chinois, Joli Ji Hui Che Chuento. C'est vraiment alors, bon, ça ne fait pas de problème, c'est du chinois parlé tout à fait correct. Et voici cette fois une petite difficulté. Je traduis ici. Il a dépouillé toute attitude hautaine et cependant, il a l'éclat du tonnerre. Hekireki, mata hekireki. Voilà un bel éloge. Soulignons en passant les deux vulgarismes chinois, que je ne reprends pas. Mais en tout cas, la phrase est très correcte. L'allusion aux pratiques musclées, réelles ou non, est conforme au folklore du zen, si je puis dire. Mais nous voyons encore une fois l'emploi verbal de datsuraku, et nous suivons, n'est-ce pas, c'est bien ici, il a dépouillé toute attitude hautaine, et nous suivons résolument la lettre du texte, malgré l'interprétation de certains traducteurs et commentateurs, qui veulent à tout prix remettre shinjin, c'est-à-dire corps et esprit. Il a dépouillé corps et esprit. Le sens que l'on donne à cette expression dépend aussi de la façon dont on considère Datsuraku, n'est-ce pas? Et le problème, c'est yo-yo après. Yo-yo, Datsuraku, littéralement, le chinois dit Datsuraku, yo-yo, yu, mata, hekireki. Yo-yo peut vouloir dire. Alors, les commentateurs japonais privilégient le sens de personne accommodante, docile, cherchant la conciliation, tranquille ou paisible. C'est-à-dire que ça irait très bien si l'on mettait shinjin sous-entendu. Et ça serait alors, il a dépouillé littéralement corps et esprit, il est tranquille, il est tout doux, et cependant, il résonne comme le tonnerre. Mais on pourrait dire aussi, bien qu'il ait, ce qui expliquerait aussi le matin, bien qu'il ait dépouillé toute attitude hautaine, qui est le sens le plus fréquent en chinois, il résonne comme le tonnerre. C'est-à-dire, bon,
la nuance n'est pas si importante que cela, mais quand même, nous sommes ici, encore une fois, à la ligne de partage entre les deux langues, n'est-ce pas? Ainsi que nous l'avons vu très brièvement, la partie japonaise peut nous aider à comprendre certaines nuances de ces expressions, bien qu'elles ne nous viennent pas en aide dans les choses les plus importantes. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la partie japonaise du Denko-roku, excusez-moi de devoir faire ça, page 241 et 242, nous avons quelques gloses importantes. Et pour je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, Detsudaku avait d'abord été glosé comme Mi oste kokoro hanaru beshi. Et le texte continue, je m'y réfère ici, donc page 241. Tant que l'on n'a pas dépouillé corps et esprit, ce n'est pas la voie. Michi ni arazu. Ne vous trompez pas, n'est-ce pas? Michi ni arazu ne veut dire ce n'est pas dans la voie, ça veut dire ce n'est pas la voie. Michi narazu. On estimait, Masani omoeri, que le corps était le composé de peau, de muscles, d'os et de moelle. Lorsqu'on a pu le voir en détail, il n'y a plus le moindre souffle, soit le moindre instant, ikkinashi, où l'on puisse en trouver la moindre particule, ichigo matsu. Nous voyons ici en action dans ce passage une très délicate interaction avec ce que l'on pourrait appeler l'exégèse tacite ou sous-entendue. Parce que par l'usage du verbe kentoku, littéralement voir et obtenir par la vision, on comprend que c'est la méditation qui permet d'arriver à cet état, et qu'ici, il y a action du méditant, bien qu'elles doivent être remises en perspective dans la suite. L'esprit je cite encore, l'esprit sur lequel on réfléchit dans notre école, ima veut dire ici dans notre école, est de deux sortes. L'un est l'esprit de réflexion et discrimination, shirio fumbetsu. On considérait alors cette conscience de distinction compréhensive comme l'esprit. L'autre est immuable, fudo, en sa tranquillité sereine, jakutin. Elle ne comporte pas la moindre connaissance, ichi, ni de semi-compréhension, hange. Keizan poursuit ensuite en réfutant ces deux conceptions de la pensée-esprit pour élargir sa démonstration de nouvelles définitions. Il les réfute ensuite minutieusement, toutes ces autres définitions, dans un mouvement qui est parfaitement scolastique et qui relève vraiment du Madhyamaka, de la voie du milieu de Nagarjuna. Et on voit ici le lien entre les deux. Avant d'arriver à une conclusion qui reprend les termes d'où il est parti, auquel il ajoute une nuance explicative d'importance. Si l'on a pu avoir claire connaissance, akiname eba, de cet esprit, on ne trouve plus corps et esprit, ou esprit. On n'aura plus l'audace, a été, de manipuler, tazusawaru, des notions comme chose ou moi, butsu, motsu, ga. Et vient alors une glose décisive de l'expression d'Atsudaku. C'est pourquoi il est dit que corps et esprit se détachent et tombent. Et ici, c'est nuke otsu, qui est parfaitement adéquat. Remarquez la différence avec la glose dont nous étions partis. Il avait parlé de sutsu et hanaru, abandonner, laisser tomber et partir, se détacher, des transitifs. Alors que ici, Keizan donne une pure lecture explicative de Datsudaku, un kundoku, à savoir nukeotsu, qui se révèle grammaticalement exacte et doctrinalement judicieuse. Corps et esprit dégringolent, je vous passe la suite, comme le fond d'un seau qui se détache de lui-même. Un seau, cette fois, non pas le seau mais le seau dans lequel on transporte de l'eau. Un seau en 3 lettres, mais en 4 lettres, qui se détache de lui-même. Ainsi est très habilement combiné l'aspect volontaire de la pratique avec son résultat, en quelque sorte, spontané. Mais nous sommes obligés de constater qu'après cet exercice, de la part de Keizan, au terme d'une brillante démonstration, tout imprégné de la méthode dogenienne que nous allons voir dans le séminaire et dans quelques-uns des cours, Keizan ne tente pas d'expliciter par la lecture explicative les jeux d'élocution chinoises qu'il cite tels quels Shinjin Datsuraku, Datsuraku Shinjin, Datsuraku, Datsuraku.
On dirait qu'il ne se mouille pas. Dans cette notice sur Dogen du Tenkoroku, nous sommes au cœur de la pensée de Dogen, avec cette partie chinoise entièrement centrée sur l'une des maximes fondamentales de sa pensée, mais surtout, nous avons eu sous les yeux le mouvement même de la dialectique langagière qui s'engage dorénavant dans le zen japonais. On a un nouveau prolongement de ce qui s'est joué dans l'archipel depuis le début de l'interaction sino-japonaise. Nous avons un épisode fondateur pour le zen, le Soto Zen, exposé en chinois, en une rédaction dont il a été montré que l'on peut s'interroger sur son authenticité, au moins linguistique. Puis le développement en langue japonaise, littéralement infini dans les méandres qu'il pourra décrire en jouant sur les innombrables possibilités explicatives et exégétiques de ce kundoku, de cette lecture explicative, qui est véritablement à considérer comme une glose plutôt qu'une traduction. Si nous avons intitulé ce cours et le suivant « Une vie exemplaire », vous l'aurez compris, c'est qu'il ne saurait être question de raconter la vie de Dogen. Ce que nous avons voulu en extraire, grâce à cette notice primordiale de ce qui est, au sens littéral, de ce qui est le plus ancien texte historique sur l'école Soto japonaise, c'est ce rapport langagier instauré par Dogen lui-même qui va donner à ce courant, au Japon, un tour si particulier. La semaine prochaine, cependant, nous reviendrons à quelques éléments historiques et doctrinaux qui nous permettront de nous lancer dans les méandres de sa pensée. Et je vous remercie d'avoir eu la patience de tenir jusqu'au bout. Ce n'était pas facile.